Bonjour à tous, c'est Valentin, bienvenue sur Niap, et aujourd'hui on va parler du 39e tome d'Astérix, Astérix et le Griffon, qui est d'ailleurs le 5e tome de la reprise par Jean-Yves Ferry au scénario et Didier Conrad au dessin. Comme le veut d'ailleurs la tradition, cet album il se passe à l'étranger, puisque vous le savez, en alternance les tomes se passent un coup en Armorique du côté du village gaulois que l'on connaît, et le suivant se passe à l'étranger, et bien ici c'est un album qui se passe à l'étranger, du côté des steppes hivernales proches de la Russie. Quel est le pitch de cet album? Eh bien, les auteurs décident de creuser un petit peu le côté mythologique des Romains et des Gaulois, puisque les Romains décident de partir en quête de créatures justement mythiques, mythologiques. Après avoir échoué à capturer le Cyclope, ils se mettent désormais en quête du Griffon, un animal qu'ils considèrent être un mélange entre un cheval, un oiseau et un lion. Et il se trouve que cette créature mythologique se trouve du côté des Sarmates, donc en Barbaricum, une province peuplée de barbares à l'est de Rome, qui va donc les pousser à entreprendre un grand voyage dans les steppes glacées des Sarmates. Parallèlement, Astérix, Obélix et Panoramix sont convoqués par un ami de Panoramix, le druide Sécancondine, pour les aider parce qu'il a eu des visions que les Romains allaient venir shipper finalement le Griffon. Il n'est pas d'accord, il a vu que seuls les Gaulois pouvaient l'aider à contrer cette attaque des Romains, et donc il les a convoqués pour l'aider à contrer l'envahisseur romain. Alors maintenant on va passer au cœur du sujet. Qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, c'est pas terrible. J'ai eu du mal à savoir s'il fallait que je traite cet Astérix-là ou pas. On avait hésité en live, on s'était dit peut-être qu'on va pas le traiter. Traiter un album d'Astérix, c'est finalement autant de débats éditoriaux que de savoir s'il faut inviter ou pas les extrêmes pour parler autour d'une table lorsqu'il y a un débat politique. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que ça me fait. Euh, c'est de nombreux dilemmes, de choses à peser et sous-peser. Je me suis dit que c'était quand même important de parler d'Astérix. À titre personnel, j'ai nettement tendance à préférer les albums qui se passent à l'étranger parce que je trouve ça plus riche, parce que je trouve ça plus dépaysant, qu'il y a souvent de bonnes idées, des choses qui renouvellent un petit peu la saga. J'ai pas trouvé ça dans cet Astérix, mais je vais vous expliquer pourquoi. Le premier point, c'est qu'il y a d'immenses facilités scénaristiques. Alors d'abord, Astérix, Obélix et Panoramix, qui luttent du coup contre les Romains du côté de ce fameux peuple des Sarmates dans les steppes hivernales de l'Est de l'Europe. Ils n'y sont que parce qu'il y a un druide qui les a convoqués euh, au cours d'un rêve. Donc Panoramix a été contacté par son ami au cours d'un rêve, et son ami lui a dit hey, tu peux venir passer, j'ai un problème, si tu pouvais venir m'aider, ça serait pas mal. Un peu comme s'il passait un appel Skype. On va redescendre sur Terre, c'est un peu tiré par les cheveux. Là encore, c'est plus parce qu'on avait besoin qu'Astérix et Obélix aillent se trimballer du côté des Sarmates que on a utilisé cet outil-là. Ça règle pas mal de problèmes. Je pense que ça aurait été plus intéressant, que ça soit plus subtil dans l'approche. Là, clairement, on a dit il nous faut Astérix et Obélix là-bas parce que les Romains vont y aller et qu'on a envie de parler de ça. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Ils ont trouvé ce filon-là. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Ça crée une sorte de voyage un peu forcé. Je trouve pas ça très bien amené. Il y a une deuxième facilité scénaristique, c'est finalement dans la résolution du sujet, puisque les Romains n'ont pas beaucoup d'indications sur l'emplacement précis du Griffon au sein du royaume des Sarmates. Le seul à savoir précisément, c'est une sorte de chaman sarmate. Et Obélix gaffe et leur dit que la seule personne à savoir précisément où se trouve le Griffon, c'est ce fameux chaman. Entre guillemets, du coup, il leur donne directement l'indication de où chercher et surtout qui capturer. Là encore, facilité scénaristique parce que sinon ça aurait été sans doute trop long de voir les Romains galérer ou de chercher par eux-mêmes. Donc à chaque fois, le scénario est finalement utilise des leviers de facilité qui font que le récit est rushé tout du long. Je trouve pas ça exceptionnel. De manière plus générale, cet Astérix-là, plus encore sans doute que d'autres, c'est un album cahier des charges, donc on a un cahier des charges de choses à faire quand on fait un Astérix. C'est un peu en tout cas l'idée que ça en fait, qui permettent justement de garantir la potion magique du succès économique d'un Astérix. Donc on a par exemple, on le sait, le banquet final qui est un incontournable. On a aussi, de manière assez répétée maintenant, des caricatures de personnalités connues. En l'occurrence ici, c'est le géographe Terraconus
qui est finalement le guide des Romains dans les plaines des Sarmates, qui est en fait une caricature de Michel Houellebecq. Peut-être sans doute parce que, au-delà du fait qu'il ait une tête reconnaissable parmi d'autres, euh, peut-être que ça allait attirer des gens qui aiment bien ce qu'il écrit. Donc en tout cas, on a cette personnalité qui est représentée, on a de très nombreux jeux de mots, notamment sur les sites SCYTHES, qui sont en fait les sortes d'émissaires des Romains pour finalement des éclaireurs sur les territoires sarmates pour leur indiquer le chemin. Beaucoup de comparaisons qui sont faites entre ces personnages et les sites internet. Une fois à la blague, pourquoi pas, quand c'est une blague filée en mode running gag, mais qui est tellement appuyée qu'ils en font des caisses, je trouve que pour le coup, ça devient lourd en fait. Les petites références comme ça, alors on sent que clairement ils ont mis le paquet de références, le paquet de jeux de mots un peu pourris. Euh, un peu ça va. Quand j'ai vraiment le sentiment, à un moment, j'ai eu vraiment le sentiment qu'il y avait une sorte de quota de ce genre de truc. Euh, Ça m'a sorti de l'histoire, hein. J'ai trouvé ça vraiment abusé en termes de dosage. Et puis vous avez des choses un peu, un peu cheap, c'est-à-dire qu'à un moment on a un loup qui s'appelle Wolverine. Je suis le premier à adorer les références euh, dans les bandes dessinées, mais là clairement il y en avait beaucoup trop. Parmi les items qu'on retrouve traditionnellement dans un Astérix, on a un passage où les pirates se font démonter la tronche. Dans cet album-ci, j'étais content puisqu'on voyait pas de pirates. Je me suis dit enfin on finalement se soustrait à cet héritage qui n'apportait pas grand-chose parce que c'était tellement une corde qui était utilisée, qu'elle avait fini vraiment par ne plus ressembler à grand-chose. Euh, on sent quand même qu'ils ont gardé cet héritage-là. Il y a une case à la page 46, un petit peu déçu parce que c'était pas indispensable du tout, où on voit ces fameux pirates. Donc là encore, on coche cette fameuse case. Pour autant, on a quand même des choses intéressantes. Par exemple, ils ont adapté justement la population des Sarmates, hein, les Sarmates qui parlent une langue étrangère. Et donc là, il y a eu un choix artistique qui a été fait que de retourner les E dans leur discussion. Donc ça, c'est bien amené. Je trouve que ça permet de matérialiser la langue étrangère. C'est intéressant, ça ne trouble pas la lecture, ça apporte finalement un peu de plus. Donc ça, c'était un parti pris scénaristique intéressant. Le deuxième parti pris intéressant, c'est qu'ils ont fait finalement du village des Sarmates euh, comme une sorte de représentation de femmes guerrières. Ça aussi, c'était intéressant pour montrer que les femmes aussi pouvaient aller au combat et que ça contrebalançait le village d'Armorique des Gaulois où ce sont que les hommes qui sont finalement au combat et les femmes qui sont en retrait, le plus souvent en tout cas, sauf quelques batailles qui ont pu voir le jour dans des albums d'Astérix. Ce qui n'était pas le cas historiquement parlant, parce que après avoir fait quelques recherches, visiblement, chez les Sarmates, c'était tant les hommes que les femmes qui allaient au combat. Donc forcément, ils se sont, et ça c'est tout à fait normal, réapproprié tant la mythologie du Griffon que euh, l'histoire des Sarmates. Et puis l'objectif, c'est encore une fois, j'ai l'impression de cocher des cases sur on aborde des thèmes de société, on aborde des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est fait volontairement ou pas, hein, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont lancées et qui malheureusement ne sont pas énormément exploitées. Petit détail quand même, la potion magique, eh bien, elle gèle totalement et donc elle ne peut être utilisée par Astérix et Obélix. Ça n'empêche pas finalement Astérix de se battre quand même et de réussir ses combats. Mais ça, j'ai trouvé que c'était un petit parti pris relativement audacieux. Je préfère finir par du positif, hein. Je n'ai rien contre Astérix en général, et pas plus d'ailleurs cet album-là qu'un autre. Quoi qu'il en soit, vous le savez, quels que soient finalement les événements qui peuvent se passer dans cet album, comme dans tous les Astérix, quels qu'ils soient, eh bien ça n'a aucune incidence sur la trame générale de la saga, même quand on a un extraterrestre en mode Mickey un peu cheap et un peu contrefait, qui débarque au-dessus du village dans une sphère complètement dorée avec des pseudo-Goldorak et des rats géants, je sais pas quoi. Ça n'impacte rien, tout est reset à la fin de l'album. Donc on sait que les enjeux, il n'y en a pas en fait. Enfin, on sait pertinemment que Astérix et Obélix sont piégés dans une trame temporelle depuis de nombreuses années et que concrètement, ça va pas révolutionner voilà, l'univers. Donc vous attendez pas à des trucs non plus de rebondissement oufissime parce qu'il n'y en aura pas. Côté dessin, pas de révolution fondamentale, on reste sur du Astérix. Là encore, c'est très codifié, très normé. On a de bonnes choses comme de moins bonnes choses, à mon sens, encore une fois. La première bonne chose, c'est qu'on voit des paysages de steppe hivernales avec justement ces villages des Sarmates en peau de bête.
Ça, je trouve ça vraiment sympa, ça change un petit peu des décors qu'on a l'habitude de voir dans un Astérix. Donc ça dépayse pas mal. Le gros point noir, je pense, c'est vraiment côté romain. Je trouve que les visages des Romains sont pas forcément aussi maîtrisés que d'habitude. Certes, ce sont des Romains qui partent à l'aventure, mais c'est des Romains qui ont l'air d'être complètement déphasés. Ça, c'est un petit peu dommage. Le bas blesse aussi du côté des Sarmates, puisque clairement, c'est typiquement des... J'ai vraiment eu le sentiment, en tout cas profond, que c'était des personnages du village gaulois que l'on connaissait, qui étaient un petit peu bidouillés pour qu'on constate que c'était globalement la même chose, mais du côté des steppes de l'Est. Donc en termes de personnages, on n'a pas des troncs justement un peu originales. Il y a forcément Terra Inconus qui change un petit peu et permet d'avoir quelque chose d'un peu plus original entre guillemets. Mais au-delà de ce personnage-là, il n'y en a pas un qui m'a graphiquement marqué plus qu'un autre. Par parallélisme avec les deux ressorts scénaristiques un peu faciles, j'ai trouvé aussi deux ressorts graphiques un peu faciles. L'utilisation du brouillard ou de la neige pour ne pas avoir à dessiner les personnages, une fois ça passe, deux fois je trouve ça un petit peu abusé. En définitive, et pour conclure, j'ai pas trouvé cet album extraordinaire, j'avais été bien plus conquis par des albums comme le Papyrus de César qui faisait partie des premiers albums de la reprise par Jean-Yves Ferry et Didier Conrad. Cet album-ci, il est trop traditionnel, ou en tout cas, il colle trop aux standards de la série. Alors ça peut être très bien pour les puristes, mais c'est bien aussi que les auteurs aient un peu de liberté sur finalement l'adaptation d'une œuvre, parce que quitte à faire finalement une BD et une reprise, pour que ça soit pertinent, il faut qu'ils apportent quelque chose. On le voit sur d'autres séries comme Black et Mortimer. Je trouve que Astérix, au contraire, il sombre trop dans le ne changeons rien, faisons exactement la même chose, parce que ça fonctionne, parce que les gens achètent, et que du coup, on reste sur les mêmes codes. Et je trouve ça dommage, puisque la série est en train en fait de tourner en rond sur elle-même, et ça apporte pas grand-chose. Et enfin, un dernier point qui me semblait important de souligner, c'est sans doute pas forcément le cas de votre album. Moi, je regarde tout le temps où c'est imprimé. Celui-ci a été imprimé, c'est indiqué à Bucarest, donc c'est en Roumanie, à l'autre bout de l'Europe. Ça veut dire qu'avant de le recevoir dans ma librairie de région parisienne, il a donc traversé toute l'Europe. Alors, j'entends que certains albums d'Astérix sont imprimés en France. C'est pas le cas de tous les albums d'Astérix parce que le volume étant ce qu'il est entre les albums qui sont diffusés sur le territoire national et ceux qui sont exportés ensuite à l'international, le volume est peut-être trop important pour une seule imprimerie. Je suis quand même surpris qu'entre la France et la Roumanie, on n'ait pas trouvé d'imprimerie avec finalement des standards en termes de droit du travail qui soient similaires. La Roumanie, c'est un très beau pays, mais je sais que, notamment en matière de salaire, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Alors, j'entends que d'un point de vue commercial, c'est bien plus intéressant parce que forcément, c'est moins cher. Et ça contribue sans doute au fait que cet album-ci puisse être proposé au prix d'à peu près 9,99 € au lieu de 15 € pour une BD traditionnelle. Mais je trouve dommage qu'on expédie notre production en Roumanie, que ce soit sur un point droit du travail ou environnemental. Et ça me semblait important de le marquer et de le souligner. Donc vérifiez quand vous achetez votre album où il a été imprimé. Ça peut être intéressant et n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire parce que peut-être que vous, il aura la chance d'être imprimé en Vendée, ce que je vous souhaite. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses sur le nouvel Astérix, que vous comptiez ou pas le lire d'ailleurs. Donc vous l'avez compris, je vous le recommande pas, mais si vous souhaitez l'acheter quand même, donc privilégiez votre libraire de quartier. Et si ça n'est pas possible parce qu'il n'existe pas, eh bien, quitte à l'acheter sur internet, n'hésitez pas à passer par BDFugue plutôt que par un GAFAM. Et BDFugue étant notre partenaire, on touche une commission sur vos achats sans que votre prix soit plus cher. Donc vous pouvez soutenir le projet et vous pouvez aussi soutenir des libraires. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.